Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous êtes chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. On va parler de la vaccination, on va parler des Républicains, mais d'abord une question. La perquisition d'hier au ministère de la Justice, 15 heures, des gendarmes déployés. L'avocat d'Éric Dupond-Moretti qui dit c'est disproportionné. Oui, il a décrit une perquisition d'hommes armés, une quinzaine de gendarmes, tout ça paraît très disproportionné. Moi, si vous voulez, je trouve que la judiciarisation de la vie politique est un vrai sujet. Et on se souvient que durant la crise, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, avaient été perquisitionnés. De très bon matin. De très bon matin. Et alors qu'on attend que les gouvernants soient aux affaires matin, midi et soir et en permanence, je trouve qu'il y a là une dérive ennuyeuse dans le fonctionnement normal de l'État. C'est une instrumentalisation de la Cour de justice de la République ? Que la justice soit instrumentalisée par les uns et les autres, oui, en pratique, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont lancées pour gêner l'action politique des hommes et des femmes élus. Donc non pas qu'ils doivent être au-dessus des lois, mais il faut avoir cette réflexion que la justice parfois, ça va trop loin. Est là pour faire respecter la loi, bien entendu, mais elle n'est pas là pour être un outil au service d'un certain nombre. Si jamais il devait être mis en examen, Éric Dupond-Moretti devrait-il démissionner ? Non, ça s'appelle la présomption d'innocence. Je vous rappelle que tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Le gouvernement accélère sur l'idée de rendre la vaccination obligatoire. Une bonne idée ? Il a raison parce que, premièrement, le variant Delta progresse à toute vitesse, probablement d'une manière beaucoup plus rapide qu'on ne pense en France, parce qu'en France, vous savez qu'on ne mesure pas le variant suffisamment par le séquençage, on ne séquence pas. Et deuxièmement, ces deux injections protègent relativement efficacement du variant Delta, une seule non, et on en est loin. La moitié de la population française n'a même pas reçu une seule injection. Les soignants ? La moitié du personnel de santé n'est pas vacciné. Alors les soignants, d'abord, sont très fatigués, ils sont usés. C'est vrai qu'un certain nombre ne sont pas vaccinés. Moi, ce que je crois, qu'est-ce que vous constatez à l'hôpital Pompidou ? La quasi-totalité des médecins du service sont vaccinés, une proportion moindre des infirmières. Donc c'est vrai, il y a un doute. Et encore moindre des aides-soignants. Mais il y a un doute également pour des tas de Français. Pourquoi ? Parce que, regardez, depuis le mois de décembre, y a-t-il eu une seule campagne d'information intelligente sur la vaccination? Non. On a fait une campagne, un clip sympa d'une grand-mère qui embrasse ses petits-enfants, c'est très sympa, mais ce n'est pas ça. C'est quoi une campagne intelligente ? Qui vous disent les avantages et les inconvénients du vaccin. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas sur le vaccin, les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on ne pense. Lutter contre le complotisme, bien sûr. Il faut vraiment aller plus dans le détail de scientifique. Les gens sont prêts à entendre des faits, positifs, négatifs, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Il faut leur faire confiance et pas leur taper dessus en disant « Attention, si tu ne te vaccines pas, c'est pas bien. » Mais donc, rendre la vaccination obligatoire, non seulement pour les soignants, mais pour l'ensemble de la population, c'est... Non, moi je suis très partagé sur cette histoire. Je pense d'abord qu'il faut donner aux Français la possibilité de se faire vacciner en les informant, ce qu'on ne fait pas. Et deuxièmement, qu'on aille chercher... On est quand même maintenant à presque 6 mois de vaccination. Les Français savent ce qui en est. Les gens qui ont peur de se faire vacciner ont des peurs parfois qui sont nourries par un certain nombre d'arguments qui sont faux. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce que les autorités sanitaires attendent ? Il faut que ces arguments, eh bien, on leur donne, on les contredise, bref, qu'on fasse autre chose que de l'émotion. C'est à cette condition qu'on persuadera les gens. Moi, je suis pour une société de liberté où les gens choisissent, mais choisissent sur de bons arguments. Donc de l'information, pas d'obligation. Oui, et il y a aux États-Unis, de la pédagogie. Aux États-Unis, ils font même une chose qu'on ne fait pas chez nous. Ils ont identifié des populations particulièrement sensibles à la désinformation, des minorités souvent qui parlent mal la langue, etc. Et ils ont des programmes spécifiques pour aller les chercher. Nous n'avons pas de programme spécifique. Tous les Français sont traités pareillement, qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent moins bien, pour diverses raisons, les arguments scientifiques. Il faut que nous ayons des campagnes ciblées. Les tests, ils doivent être payants désormais ? Les tests dits de confort, et notamment pour les touristes étrangers ? Écoutez, d'abord, pour les Français, moi je pense qu'on a un système qui est gratuit. Ça a ses avantages et ses inconvénients qu'on connaît. On ne va pas commencer à changer le système de santé en plein milieu du gué. En revanche, c'était absurde que les étrangers qui venaient en France, qui payaient leur chambre d'hôtel mais pas leur test, le test soit gratuit. Donc c'est très bien que le test soit payant. En Grande-Bretagne, quand vous arrivez, il faut payer le premier test à J1, le deuxième test à J8, le séquençage. Et grâce à ça, d'ailleurs, ils ont une base de données extraordinaire sur le virus, payée par les gens qui viennent. Donc non, il est normal que les Français ne payent pas. Voilà, c'est le système. En revanche, les gens qui viennent sur le territoire comme touristes, oui, ils payent, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un risque que l'été 2021 ressemble à l'été 2020 ?
C'est-à-dire que le relâchement Oui, d'une certaine manière. produise les mêmes effets. Avec en différence deux choses. Une différence négative, c'est-à-dire qu'il y a le variant Delta qui avance à toute vitesse, beaucoup plus rapidement, encore une fois, on le dit. Vous avez des chiffres regardez la Grande-Bretagne, hein, ça monte à toute vitesse. Regardez les effets de l'euro, parce qu'on a des brassages de population environ majeurs. 20% des contaminations maintenant, mais ça monte de façon exponentielle. Oui, en Grande-Bretagne, même le nombre d'hospitalisations désormais augmente. En revanche, ce qui est l'élément positif, c'est évidemment qu'on vaccine. Mais les Israéliens, c'est un exemple très intéressant. 60% de la population est vaccinée à 2 doses, donc protégée. Et pourtant, ça remonte. Ça montre peut-être que l'immunité collective nécessite plus que 60. C'est ça aussi la grande découverte. Craignez-vous des fractures justement entre les Français avec cette pression sur les non-vaccinés? Oui, il y a toujours un risque de fracture. Là encore, je pense que tout est dans la confiance que l'on fait aux Français. Il faut faire confiance aux Français. Ils sont beaucoup plus raisonnables qu'on ne le dit. Donnez-leur l'information, ils iront. Faciliter la vaccination. Aujourd'hui, la vaccination reste relativement compliquée. Je vous explique. Quand vous voulez faire vacciner votre enfant, vous devez avoir la signature des 2 parents. Pour aucun vaccin, on n'a jamais demandé ça. Quand vous partez en vacances, vous ne pouvez pas vous faire vacciner sur votre lieu de vacances. Ouvrons sur les lieux de Bien vacances, entendu. déployons les centres de vaccination. Dans mon centre de vaccination, on est passé de 2000 injections, première injection par semaine, à moins de 200 en 4 semaines. Pourquoi? Parce que les gens nous disent « je ne veux pas avoir la première injection parce que je sais que la deuxième, je serai sur la plage, je ne pourrai pas l'avoir. Vaccinons sur les plages. » Souplesse. Les LR, 3 champions issus des régionales, lequel à votre faveur? François Baroin. François Baroin, le seul qui justement ne se déclare pas. Non, mais si je vous dis ça, c'est quoi? C'est que d'abord, c'est vrai, on a gagné les régionales, mais c'est une très grande richesse. Les sortants ont été reconduits. C'est une très grande richesse que d'avoir beaucoup de candidats. Donc on ne va pas se lamenter d'être riche de candidats. Le choix du candidat, il doit aller plus vite? Mais évidemment, en fait, le sujet c'est quoi? C'est que si nous n'avons pas de méthode pour nous départager, on va se retrouver à plusieurs au premier tour. Si nous nous retrouvons à plusieurs au premier tour, nous ne sommes pas au second tour. Xavier Bertrand, il va se plier à la procédure. Il a encore dit non à Jean Leonetti. Mais je crois que Xavier Bertrand, qui est un homme de très grande qualité, et c'est peut-être lui, après tout, le prochain président, a intérêt, en fait, à participer à la compétition. Le risque, encore une fois, c'est que si Xavier ne vient pas dans cette compétition interne élargie, bien entendu, c'est que nous ayons nous-mêmes un candidat. Peut-on imaginer que les Républicains n'aient pas de candidat? Moi, je pense que ça va être difficile. Et je pense que c'est l'intérêt commun. Pléthore que... Oui, mais c'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt commun que tous ceux qui veulent concourir pour la droite et le centre, ce ne sont pas que les Républicains. Mais comment contraindre? Comment dire à Xavier Bertrand? Il faut se plier. Il faut s'expliquer. Il faut s'expliquer. Il faut montrer qu'on veut travailler ensemble. De toute façon, cette campagne, si elle se gagne, elle se gagnera en équipe. Mais c'est pas son intérêt à lui. Elle se gagnera en équipe. Si, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde, y compris des favoris, de rassembler autour d'eux une très large équipe. Vous-même, vous avez toujours l'idée d'être candidat à cette primaire? En tout cas, j'ai toujours l'idée de participer à la primaire, parce que la primaire, vous savez, on l'oublie un peu. Vous l'appelez la primaire, pas le départage ou... Non, mais vous savez, c'est très freudien. On ne veut plus dire primaire à cause de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Mais en réalité, c'est une méthode de départage. Appelez ça primaire ou appelez ça autre chose, peu importe. Donc vous y allez? Je veux participer à cette primaire. Pourquoi? Parce que la primaire, c'est 2 choses. On dit souvent, ah oui, mais c'est pour désigner quelqu'un. Certes, c'est pour mettre aussi sur la table des idées et un projet de société. Je veux participer à la définition du projet de société de la droite et du centre. La droite, elle sort effectivement ragaillardie de ces régionales, vous l'avez dit, mais a-t-elle raison de se réjouir? Peut-on plaquer la présidentielle avec la même grille de lecture? Vous avez raison, c'est une élection régionale que nous venons de vivre, avec des enjeux régionaux. Sauf que, sachons faire la différence. Pas le même scrutin. Ce n'est pas tout à fait évidemment le même scrutin, ni les mêmes enjeux. Et les Français peuvent choisir différemment. Simplement, franchement, a-t-on vu un gouvernement en place depuis 4 ans qui a perdu la totalité des élections intermédiaires, les élections européennes mises à part? Sondage, c'est qu'un sondage. Et là, BFM TV, Xavier Bertrand à 14% au premier tour. Emmanuel Macron à 29%. Oui, il y a un dernier sondage qui donnait Xavier Bertrand à 18%. Donc, je vous avoue que les sondages, aujourd'hui, restent quand même un art assez imprécis. Merci Philippe Juvin.